Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il pré-cuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de bousculer un petit peu les habitudes. Et plutôt que d'évoquer un plat, j'ai eu envie que nous parlions d'un mode d'alimentation, la cuisine végétarienne. Alors, je vous le concède, je ne suis pas exactement végétarienne. Je crois que je vous en ai donné la preuve depuis 5 ans, parce que dans l'ensemble, dans les carnets de Julie, quand même, on mange beaucoup de viande. Et c'est vrai que peut-être en France, mange-t-on un peu trop de viande. Alors je suis sortie de nos frontières, je suis allée en Italie, et là, je me suis souvenue d'une soupe que j'avais goûtée en Toscane, absolument délicieuse. Cette soupe s'appelle la ribollita, ça veut dire textuellement rebouillie, parce qu'en général, elle était préparée avec tous les restes de légumes de la semaine que l'on faisait recuire. Et on dit d'ailleurs que pour que cette soupe soit bonne, elle doit se manger à la fourchette. Mais avant de débuter notre recette, voici un avant-goût du menu, un véritable voyage culinaire. Je vous emmènerai d'abord sur la côte atlantique, pour commencer en Bretagne, à Saint-Malo, pour rencontrer Michael, un maraîcher qui cultive l'originalité. Se lancer des défis pour essayer de produire un légume qui n'a jamais été fait ici, c'est ça qui m'amuse, quoi. Nous ferons ensuite escale dans le pays nantais, où Gilles Davot apprend aux enfants le goût des légumes. C'est bon? Nous découvrirons aussi une culture inédite, l'algue verte alimentaire, et c'est sur l'île de Ré en Charente-Maritime que ça se passe. Estherelle Payani, elle, est végétarienne et fine bouche, et elle nous présentera d'autres ingrédients plus classiques pour réussir ses plats à tous les coups. Être végétarien, ce n'est pas manger que des légumes, mais beaucoup plus de choses dans son assiette. Sans oublier la recette de notre chef préféré, Thierry Marx, qui a encore fait preuve d'une belle imagination. Potimarron luté, façon cocotte, et popcorn de graines de courge. J'ai déjà l'eau à la bouche. Un joli programme qui commence dans ma cuisine pour démarrer mon plat traditionnel italien. Et maintenant, on va commencer par faire cuire nos haricots secs, parce que les légumes secs, on ne s'en sert pas assez en France à mon avis. D'abord, c'est pas cher, c'est très nutritif, c'est plein de protéines dont on a besoin quand on est végétarien. Et surtout, ça peut être très bon quand on les cuisine comme il faut. On les a fait tremper toute une nuit et maintenant je vais les faire cuire dans de l'eau non salée, on verra avec Thierry et Raphaël pourquoi, pendant une 40aine de minutes. Mais tout de suite, on va s'intéresser à cette cuisine végétarienne. Finalement, au départ, on était tous végétariens. Et oui, concrètement, le végétarisme a toujours existé. Pour des raisons pratiques au départ, l'homme ne sachant que cueillir et manger plantes, fruits et légumes. C'est en Inde que l'on en trouve les premiers préceptes, au 8e siècle avant notre ère. Ils arrivent en Occident avec l'Antiquité. Entre 2 tables de multiplication et 3 triangles rectangles, le philosophe Pythagore, encore appelé aujourd'hui le père du végétarisme, prêche la réincarnation et pense que l'âme humaine peut se retrouver dans un animal. Il prône donc la nourriture strictement végétale. Les premiers végétariens sont même qualifiés de pythagoriciens. Platon suit le mouvement dans son œuvre la plus célèbre, La République, où il décrit une cité idéale, parfaitement saine, et dans laquelle les habitants sont végétariens. Le Moyen-Âge annonce l'ère carnivore et la viande est synonyme d'aisance financière. Au XIIIe siècle, ne pas manger de viande semble tellement inconcevable que les rares communautés végétariennes sont purement et simplement brûlées au même titre que les sorciers. C'est Léonard de Vinci qui, au XVe siècle, remet l'amour de la nature, des animaux et des légumes au goût du jour. La philosophie des Lumières et ses théories humanistes prennent le relais au XVIIIe siècle, avec également le courant romantique qui a les premières considérations écolo. Il s'oppose à la production de masse de viande, aux déchets et au gaspillage qu'elle génère. Respect.
des associations se forment peu à peu en Europe et donnent naissance au terme végétarien. La France, loin d'être précurseur, attend 1994 pour créer l'Alliance végétarienne. Mais aujourd'hui, en France comme ailleurs, ils ont le vent en poupe, quelles que soient les raisons, laïques, économiques, religieuses, pratiques et bien sûr gastronomiques. Alors, petite garniture aromatique. Et on va se prendre quelques carottes. Bonjour Julie. Salut les garçons, Dis donc, je suis en pleine mais t'es déjà dans le récolte. jardin? Ouais, si on veut, on peut appeler ça un jardin. C'est beau ton truc. Bah oui, comme quoi on peut faire pousser des légumes un peu partout, même en ville. Allez, je crois qu'on a ce qu'il nous faut. En cuisine. Bon, je me suis déjà lancée les garçons. Hein. Je vais commencer parce que les haricots, ça prend du temps. Travail de fait là. Ouais. Bon alors, cuisine végétarienne, ça vous parle? Ah oui, oui. Ah oui, le monde végétal, c'est plein de ressources. Ouais. Et finalement, on se rend compte que c'est pas forcément une punition, surtout de manger végétarien. Et non, et ça développe l'imagination. Il t'arrive de faire des plats végétariens? Ah oui, complètement. Puis alors Regarde ce que t'as aujourd'hui, fait les pour cartes nous. de restaurant, c'est un peu la règle des 80-20, quoi. 80% végétal, 20% protéines animales. Hein. Ah, c'est devenu là. Aujourd'hui, c'est le nouveau credo, Eh quoi. oui, 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 oui. Parce que d'abord, d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue de la santé, je suppose. Je pense que tout est lié. C'est vraiment cet axe, comme on le dit souvent, plaisir, bien-être et santé. Mais le légume retrouve sa place et oblige les chefs à sortir encore une fois du cadre pour être plus innovants. Plus créatif. Alors, vous savez que j'ai cherché des plats végétariens dans le registre traditionnel de la cuisine française. J'ai fait chou blanc, comme on dit. Et donc, j'ai opté pour une soupe qui s'appelle la ribollita. La base, c'est les choux. J'ai réussi à trouver ce chou incroyable qui est le chou de Savoie, le chou toscan, qui a beaucoup de saveurs et qui a surtout beaucoup de vitamines, de minéraux. Et ce chou qui est arrivé relativement récemment en France, que tu connais. Oui, le chouquel. Et que les Américains adorent. Alors là aussi, c'est une réserve de protéines, de vitamines, de fibres, de potassium, de magnésium. Vous mangez ça et après, vous êtes Ouais, on est blindés. à fond là. les choux. C'est mieux que les épinards. Et la recette traditionnelle impose des légumes secs. Donc j'ai choisi des petits haricots blancs, des haricots lingots. Et après, à chacun de faire sa soupe. Donc moi, dans mon potager, j'avais des carottes, du céleri. Puis j'ai voulu rajouter des pois cassés, parce que j'adore ça. C'est bien, c'est que tu n'as pas salé l'eau. Non, j'ai pas salé l'eau. On m'a toujours dit qu'il fallait pas saler l'eau des Et légumes non, secs. C'est parce vrai que ça? ça cuit assez longtemps, donc ça va réduire, ça va avoir un goût trop salé. Et puis on m'a dit que ça les durcissait. C'est vrai aussi. Ça durcit la peau et bien souvent ça sépare un peu la peau du haricot. Ah, c'est ça. Alors, j'ai une petite astuce quand même que tout le monde connaît, toutes nos grand-mères connaissent, arrière-grand-mères connaissent, c'est le bicarbonate dans l'eau. Ah, Monsieur Bicarbonate est de retour. Monsieur Bicarbonate est de retour. Et puis alors, j'ai l'astuce suprême qui est... Non mais pourquoi le bicarbonate, sans blague? Ça va l'aider à ramollir et donc l'eau va rentrer plus facilement dedans et une meilleure hydratation tout de suite. D'accord. Attends, parce que vous m'avez donné plein d'infos là dans ma petite tête de blonde, ça se bouscule. Tu m'avais dit un jour, tu peux cuire tes légumes, si tu n'as pas eu le temps là aussi de les faire tremper, dans une eau gazeuse. C'est Alors, vrai une eau ça? gazeuse naturelle, alors là on gagne un temps fou, parce que l'eau est riche en bicarbonate. Ah là aussi c'est le Et, bicarbonate. Et donc ça veut dire que j'ai même pas besoin de les faire tremper si Non. je les... Ah bon? Non, non. C'est vrai? Ouais, non, j'ai fait Incroyable. l'expérience. J'ai fait l'expérience pour les haricots, les lentilles, les pois chiches. Ça marche. Alors, lorsqu'on décide de cuisiner végétarien, le plus important, c'est surtout d'avoir un bon placard. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne cuisine pas de la même façon. On a besoin de pas mal d'aromates, de légumes secs, de céréales qu'il faut toujours avoir sous la main. Bon, on retourne chez Estherelle Payani. Je vous dis on retourne parce qu'elle est déjà venue dans notre cuisine, vous vous souvenez? Pour parler burger, se dire si son prisme est large en matière de cuisine. Et pour savoir comment bien garnir son placard avec les meilleurs ingrédients végétariens, je suis allée retrouver Estherelle Payani, au cœur de la capitale. Journaliste culinaire spécialisée en cuisine purement végétale et auteure d'une très complète encyclopédie sur le sujet, Estherelle a bien voulu nous conseiller pour cuisiner au mieux. Être végétarien, ce n'est pas manger que des légumes, mais beaucoup plus de choses dans son assiette. Au lieu d'imaginer une assiette où il y a un morceau de viande et puis des accompagnements, une garniture, il faut plutôt voir ça comme un grand tout, comme des briques qu'on assemble, un peu comme quand on joue à un Lego. Pour être sûr de réussir des plats savoureux et variés, que l'on soit végétarien ou même végétalien, à savoir ne manger aucun aliment issu des animaux, le placard doit contenir avant tout 3 grandes familles d'aliments, à commencer par les légumineuses. Là, il y en a une belle variété, des pois chiches, des haricots rouges, à préparer comme un chili, des graines de soja,
Viennent ensuite les céréales et dans cette famille, la cacha est quasi indispensable. C'est-à-dire du sarrasin grillé, préparation traditionnelle dans les pays de l'Est. Alors on peut la moudre pour faire une farine et faire des galettes avec. Pareil là, avec de l'orge perlée. C'est aussi très très doux à cuire, comme un risotto avec des champignons. Sans oublier les flocons d'avoine, le blé concassé ou encore l'épeautre, ancêtre du blé. Et puis un autre ingrédient très important dans la cuisine végétarienne, c'est tous les oléagineux. Alors les oléagineux, c'est un mot pas très beau pour dire peut-être ce qui contient de l'huile. L'oléagineux à tout faire, c'est la noix de cajou. La noix de cajou, elle a l'immense avantage d'être très très tendre. Avec, on peut faire une super crème végétale. Puis il y a aussi des graines qui ont des propriétés techniques un peu rigolotes pour les oléagineux. Je pense aux graines de lin. Alors ça, la graine de lin, on peut faire de l'œuf avec. Ça a l'air bizarre, mais une fois que c'est moulu, on rajoute de l'eau et on obtient un gel un peu épais. Qui additionné à vos préparations leur donne du liant. Cette cuisine utilise le répertoire gastronomique du monde entier et se nourrit de produits de nombreux pays. C'est donc un moyen de voyager gustativement. Je pense au curry indien, par exemple, à réaliser avec du chou-fleur, des pois chiches en boîte, un bon mélange d'épices et du lait de coco. Et Estherelle propose même de réaliser du lait. Un lait végétal, bien sûr, maison. Il peut être aux noisettes, au sésame, aux noix de cajou ou encore, comme ici, à l'amande, qui avec son goût peu prononcé permet de réaliser de nombreuses recettes. J'ai fait tremper la veille mes amandes dans pas mal d'eau, donc elles ont gonflé. Ça permet d'éliminer les substances antinutritives qu'elles contiennent, qui nous empêchent de bien digérer notamment. Pour obtenir un litre de lait, Estherelle utilise environ 100 g d'amandes et un demi-litre d'eau qu'elle met dans un blender. C'est bien de ne pas trop rajouter, de ne pas mettre toute l'eau au départ, parce que ça permet d'ajuster la texture si vous voulez un lait plus ou moins crémeux. Donc là, j'ai obtenu une préparation mousseuse qu'on va filtrer. Et alors là, c'est l'opération un peu délicate. On presse, on presse, on presse. Ça fait la gym en même temps. Donc on extrait à fond pour avoir la pulpe d'un côté et le lait végétal de l'autre. Et voilà, en quelques minutes, avec quand même un peu d'huile de coude, Estherelle obtient un lait d'amande crémeux 100% naturel qui se conserve 2 à 3 jours au frigo. On s'en sert pour des smoothies, pour des béchamels, bref, tout ce qu'on peut faire avec du lait traditionnel. Et il reste ce qu'on appelle de l'okara, c'est-à-dire le résidu, la pulpe des amandes. On peut la faire un petit peu sécher au four et la concasser, l'utiliser à la place de la farine, par exemple pour faire des crêpes ou des gâteaux. On peut aussi la mettre dans des muesli ou des granolas. Ça tend à solidifier les choses et puis ça donne un petit goût d'amande tout à fait agréable. Une nouvelle façon d'apprécier les saveurs de l'amande, comme de bien d'autres aliments d'ailleurs, qui peut donner envie de se lancer dans l'aventure végétarienne. C'est quand même fou de penser qu'avec des amandes, on peut faire du lait et de la farine, entre guillemets. C'est très bien de le faire soi-même. Bah oui, ça permet de décomposer le produit en fait et d'extraire vraiment les protéines d'un côté, le lait enrichi de l'autre. Enfin, Parce que quand on l'achète en supermarché, je trouve que les proportions sont quasiment exagérées. c'est beaucoup coupé à l'eau. Ah oui, donc Voilà. on achète de l'eau, quoi. On achète cher de l'eau. D'amandes, des stabilisants, des conservateurs, tout un tas de Ah cochonneries. bon Et ouais. Donc finalement, c'est bien de faire comme elle, de le faire maison. Mais revenons à notre soupe italienne. Après avoir mis à cuire les haricots blancs, on passe maintenant à la découpe des légumes du potager. Alors, les garçons, on revient sur la soupe. Regardez, moi j'ai mis mon chou paumé. Je mets un quart à peu près. Allez. J'ai fait revenir les légumes que tu m'as très gentiment ciselés de tes mains de maître. Et pendant que mes premiers légumes mijotent, Raphaël nous propose de le rejoindre. Notre scientifique va nous éclairer sur la présence des protéines dans notre alimentation. Alors, dis-nous tout. Oh, t'as fait des petites Protéines des petits calculs. végétales versus protéines animales. Parce qu'on parle souvent, les végétaux, est-ce que ça peut vraiment contrebalancer tout ce qui est protéines animales? Alors, d'abord la référence. Donc là, c'est pourcentage de protéines contenues. D'accord. Alors, le steak, donc tout ce qui est protéines Bœuf. animales, c'est environ 20-25%. Le poisson, 22%, etc. Le reste, c'est de l'eau, de la matière grasse, etc. Et alors là, on a tout un tas d'aliments végétaux. Et alors, par exemple, sarrasin. Donc là, on est vers les 15, à peu près 15%. C'est Tout ce ce qu'on qui appelle est- le blé noir qui rentre dans la composition des galettes Voilà. bretonnes. Et du Ouais. pain, et de certains pains. Et le Et pain, du donc pain. tout ce qui va être pain, justement, épeautre, sarrasin, etc., on va être dans les tours de 15%, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ensuite, tu vas voir tout ce qui est, justement, les oléagineux,
Donc pistache, noix, noisettes, quand même 20-25% presque. Hein, Donc autant que la viande. Et déjà, voilà, c'est déjà en pleine concurrence. Pois chiches, là, on va monter vers presque 30. Pas mal. Soja, par exemple, le lait de soja, etc., là, en 36%. Et alors, le record de tous, 66%. L'aluminium. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce La que c'est? spiruline. Ah. Alors voilà. Ah, oui, et alors oui, là, c'est une microalgue. Et là, 66% de protéines. C'est quand même le record. Et en plus, très très riche en fer, en vitamines. Bon, par contre, il faut apprendre vraiment à les cuisiner parce que là, pour le coup, il y a quasiment 0 recette existante. Quand on goûte ça, c'est quand même assez n'a pas de brut. goût. Mais bon, là, c'est tout le peux travail du chef maintenant. Hein, de nous aider. Spiruline. Faut apprendre, faut réhydrater. Enfin, là, je pense qu'il y avait un vrai travail à faire. Mais J'ai il y a l'impression de un goûter petit un goût. peu une chapelure légèrement iodée. Ça donne du relief à des plats. C'est pas mauvais. Donc pour bénéficier des nutriments, notamment des protéines qui sont contenues dans la viande de bœuf, prenons cet exemple-là, il faut certains végétaux, mais surtout, il en faut plusieurs. Tout un Il faut ensemble les et des varier. associations. Voilà. Il ne faut c'est pas ça. oublier quand même que là, il y a beaucoup d'eau à côté de ces protéines. Dans le pois chiche, par exemple, là, ça va être très très riche en glucides. Donc, ok, sucre, on a des en protéines, gros. mais en gros, ça va être du sucre quand même. Et par contre, ici, on va avoir les protéines, ça c'est très bien, mais on va avoir beaucoup de matières grasses. D'accord. Souvent, c'est des bonnes matières grasses, mais il faut faire attention aussi. Et oui, parce que parfois, le régime végétarien, ça peut être un régime assez gras. En résumé, on peut également trouver des protéines dans les légumineuses, les graines et les céréales. La palme revenant à cette petite algue qu'est la spiruline. Mais attention, leur teneur en acides aminés n'est pas aussi complète que dans la viande ou le poisson. Il est donc important de bien les associer pour éviter les carences. Mais retour à notre soupe, aux légumes et aux céréales. Il faudrait peut-être qu'on goûte nos haricots. Tu disais qu'il fallait Oui, goûter, oui, parce il faut que goûter là, souvent. je me demande si on n'est pas loin quand même. Hein. Alors évidemment, si chez vous, vous bénéficiez de petits cocos frais, comme on peut les avoir au printemps, ça c'est merveilleux. On ne les fait pas cuire à l'eau, on ne les fait pas tremper, on les met directement dans la soupe. Qu'est-ce que tu en penses? Quelques minutes encore. Quelques minutes, Ouais, d'accord. Et après, on sera bien. Alors regarde, nos légumes, ça sent bon. Waouh! Oh, je défie quiconque qui n'aime pas les légumes de ne pas trouver que ça sent bon. On va mettre nos pois cassés. Allez, on les met maintenant, non? Oui, oui, oui. Parce que ça, il faut compter à peu près 40 minutes de cuisson. Alors, regarde Thierry, je me suis procuré ce chou de Savoie. Très joli produit. C'est un joli produit, oui, hein? c'est un très joli produit. Alors, c'est assez étonnant parce qu'en fait, il n'y a pas de tête. Il n'a pas de corpus. En plus, il pousse comme un palmier. Ouais. Et les feuilles sont très aromatiques. Est-ce que tu penses qu'il faut le blanchir comme le chou kale? Non, il faut arrêter de laver les légumes en permanence. Enfin, pas de les laver comme ça, hein, mais de les plonger dans vrai que l'eau, de les de perdre rincer. tous les nutriments, Ils perdent tous les- tous les ouais. nutriments, ça n'a aucun sens. Souvent, on fait tout bouillir, et ça, c'est dramatique aussi pour les vitamines. Essayez de mettre un minimum d'eau dans la casserole, de cuire à l'étouffer, Ah oui. un bon couvercle, quitte à mettre encore un poids sur le couvercle. Tout à fait. Pour que la vapeur ne s'en aille pas. Et comme ça, vous ne jetez rien, parce que souvent, on jette l'eau de cuisson Bien sûr, et on bien jette sûr. les nutriments. Et on ne bénéficie plus de ce qu'on a recherché à Bien avoir, sûr. une cuisine Saine. saine. Alors, bon, mon chou, je l'émince là, comme ça? Ouais. Thierry découpe les feuilles en chiffonnade, mais conserve précieusement les côtes. Notre chef ne jette rien et a toujours une bonne idée pour utiliser les restes. Le lendemain, on les tombe au beurre avec un peu de gros sel. Comme des blettes. On fait une petite béchamel, un petit peu de gratin si on mange du fromage, et on fait gratiner comme des blettes. Ah, ça doit être très bon, ça. Alors justement, il y en a un qui s'y connaît en matière de produits à la fois originaux, parfois exotiques, et en même temps très sains. C'est Michael. Il est maraîcher à Saint-Malo, et vous allez voir qu'il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Quand on est végétarien, la qualité bien sûr, mais aussi la diversité des légumes est primordiale. Direction le terroir breton, l'un des pays du légume à quelques encablures de Saint-Malo, pour rencontrer Michael Robin. Ce corsaire des terres a le goût des beaux légumes. Il en cultive près de 70 variétés tout au long de l'année. Nous produisons tous les légumes classiques, donc de la tomate, du poireau, du chou-fleur, de la pomme de terre, mais aussi des cultures un petit peu plus difficiles ou qui changent de l'ordinaire, de la patate douce, du topinambour, de la christophine. Cette année, nous avons fait de la pastèque. On commence avec la fameuse christophine que l'on appelle aussi chayotte. Pas vraiment breton, mais bon. Une christophine, c'est un légume qui normalement est cultivé à La Réunion, à la Martinique, Guadeloupe, dans les pays très chauds. C'est un légume qui fait partie de la famille des cucurbitacées et donc qui se mange un petit peu comme une courgette. Se lancer des défis pour essayer de produire un légume qui n'a jamais été fait ici, c'est ça qui m'amuse, quoi. Tout comme étonner ses clients qui découvrent régulièrement de nouveaux produits sur les étals de Michael.
Je pense que les clients devraient manger peut-être en hiver un peu moins de courgettes et se pencher un petit peu plus sur des produits, au moins qui sont produits dans notre région, quoi. Des fruits et des légumes locaux que Michael cultive le plus naturellement possible. Il utilise pour cela toutes sortes de petits organismes vivants qui luttent contre les insectes nuisibles et les maladies. Puisque là, il n'y a vraiment aucun produit, aucun ajout. Une méthode qu'il applique à toutes les plantes cultivées sur ses terres, comme ici la citronnelle, ou un peu plus loin un autre légume des pays chauds, la patate douce. C'est un légume qu'on maîtrise quand même pas trop mal au niveau de la production. Par contre, maintenant, il faut qu'on apprenne la conservation. Car réussir à acclimater ces plantes exotiques au climat et aux terres bretonnes n'est pas une mince affaire. Il nous faut 3-4 ans avant de commencer à maîtriser un légume. Au début, on découvre, on voit si on est capable. Et puis après, tous les petits problèmes qu'on a au niveau d'une production, il faut qu'on arrive à les résoudre les uns après les autres. Et il n'y a pas que les fruits et légumes tropicaux qui intéressent Michael. Il s'emploie à faire renaître des variétés anciennes, souvent oubliées, comme la courge galeuse d'Ésine ou le topinambour. Jamais à court d'idées, Michael s'est lancé dans une nouvelle expérience il y a maintenant un peu moins de 3 ans. L'installation d'un distributeur automatique de légumes frais à 500 mètres de la propriété familiale, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est Sandrine, ma femme, qui a vu une publicité pour ce type de vente, donc qui est très connue en Allemagne, beaucoup moins en France. Et c'est vrai que c'est un système de vente qui se développe énormément. On est sur une route qui est très passante ici. Et donc, les clients peuvent venir quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, avec toujours des légumes frais à disposition. Michael ravitaille ses casiers 1 à 2 fois par jour pour garantir à ses clients les plus matinaux comme les plus nocturnes l'extrême fraîcheur de cet assortiment de légumes. Des produits sains, bons, locaux, originaux à toute heure du jour ou de la nuit. Ce maraîcher corsaire a quand même de belles idées. Ce sont, à mon avis, nos nouveaux éleveurs. Ils vont amener de la diversité dans les potagers, ils vont aller chercher aussi ailleurs pour ce qui s'est toujours fait, pour hybrider un certain nombre de variétés. Et aujourd'hui, ces nouveaux éleveurs, ces nouveaux jardiniers ont un boulevard devant eux. Ils ont déjà touché le cœur des chefs, donc maintenant, évidemment, le grand public... Le grand public va commencer à s'y intéresser. Les garçons, toi, tu viens de me faire goûter des haricots, j'ai l'impression qu'ils sont parfaits, d'autant plus qu'ils vont continuer de cuire avec les autres légumes. Alors, vrai, on les égoutte. Ouais. Alors, on les égoutte. Alors, les haricots. Alors, habituellement, là-bas, on mixe une partie des haricots pour avoir un liant en réalité, plutôt que de mettre de la crème, ce qui n'empêche pas d'ailleurs. Et le reste, on les met entiers. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est bien, c'est bien. Il faut retrouver de la mâche, il faut retrouver un peu de liant. J'en réserve donc une partie et mixe le reste en purée. Je me suis dit que c'était intéressant de rajouter de la céréale, ce que les Italiens font souvent. Et je trouvais que l'orge, ça sortait un petit peu des céréales plus classiques. Mais en fait, comment tu recommandes de le cuire? Moi, je le fais comme le riz pilaf. Oignon revenu dans une matière grasse. Je le fais ivoirer, comme on dit, ou je le fais briller. Et je mouille à hauteur, une fois le volume. Et je laisse cuire mon orge jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous faisons rissoler de l'oignon rouge dans la poêle. Et maintenant, je vais mettre l'orge. L'orge, donc façon risotto un peu. Façon risotto. D'accord. Eh bien justement, je propose qu'on regarde ta recette végétarienne, un petit peu différente de la soupe, mais tout aussi appétissante. Petit marron en cocotte luttée. Et c'est parti pour la première étape de notre recette de chef, la préparation de la garniture du potimarron. On épluche carottes, le panais, cerfeuil tubéreux, topinambour. Alors tout ça, c'est pas perdu. On peut le réunir dans une gaze et le faire infuser avec les légumes. Et ça renforce vraiment le goût. Une bonne astuce pour recycler les épluchures. Et pour nettoyer les crônes, ces petits tubercules au goût de noisette, notre chef a un autre secret. Bien les frotter au gros sel. Ça va enlever la première peau. Et ensuite, on va les rincer. Les crônes sont donc rincés avant de rejoindre les autres légumes racines coupés en sifflets d'1 demi-centimètre d'épaisseur dans une casserole. On va juste donner une première cuisson au beurre, juste le temps de préparer notre potimarron. Le chef ajoute auparavant une pincée de fleurs de sel et de fines lamelles de champignons de Paris. Pour avoir la saveur du champignon et l'eau de végétation contenue dans le champignon.
va être intéressante. Il est temps de passer à la deuxième étape. Notre chef s'attaque au potimarron qu'il étête soigneusement, puis vide de ses graines qu'il réserve. Ainsi creusée, la courge est farcie jusqu'aux 2/3 avec les légumes. Thierry Marx complète le tout avec des dés de tofu maison, des châtaignes préalablement cuites à l'eau et décortiquées qu'il coupe aussi en dés. Puis il arrose temps pour temps d'un jus de champignons et d'une crème confectionnée avec du lait de soja et des queues de champignons. Viennent ensuite de beaux copeaux de truffes blanches pour terminer. J'ai utilisé de la truffe, c'est très cher, donc c'est facultatif. J'aurais parfaitement pu utiliser un autre champignon, voire simplement une très jolie tête de champignon de Paris brun. Et ensuite, je vais couvrir. Le tout mijotera à l'étouffée dans le potimarron que Thierry va lutter, c'est-à-dire sceller à l'aide d'un cercle de pâte feuilletée. C'est la troisième étape. Là, on va piéger les arômes. Le potimarron ainsi reconstitué est ensuite installé sur un lit de gros sel dans la cocotte et tout simplement enfourné. Allez, on va compter 25 minutes. Pendant ce temps, le chef s'attaque à l'accompagnement. C'est la quatrième étape qui démarre, la polenta. Il chauffe tout d'abord un mélange de crème et de lait de soja avec un peu de fleur de sel. J'aurais pu tout faire lait de soja, j'aurais pu faire tout lait de quinoa, tout lait d'amande, peu importe. C'est le liquide qui m'intéresse et sa texture. Le beurre. Alors, à ébullition, j'ajoute ma polenta et je vais cuire à la cloque sans jamais cesser de remuer pour pas que ça attache au fond. La polenta est ensuite réservée au réfrigérateur dans un emporte-pièce carré pendant 20 minutes avant d'être découpée pour la faire rissoler à la poêle dans du beurre et un filet d'huile de colza avec un unique objectif. Changer un peu de texture, avoir un cœur moelleux et un croustillant sur les côtés. L'accompagnement terminé, il est temps de passer à la cinquième et dernière étape de la recette. Les pépins du potimarron vont être soufflés. C'est plein d'eau, donc je les passe au four avant, puis après je les torréfie. Les pépins qui éclatent donnent le top départ du dressage. Elle est belle, hein? Cappuccino de champignons, polenta moelleuse et croustillante, potimarron luté façon cocotte et popcorn de graines de courge. Une recette végétarienne de chef qui en jette. Et alors, les garçons, c'est quand même super joli. Hein. Là, on a envie d'ouvrir. Il y a un côté surprise. Alors, j'ai pensé au chef Paul Bocuse, avec sa soupe VGE. Qui était une soupe artichaut truffe, c'est ça? Non, c'était bouillon de bœuf et truffes. Ah, tout simplement. Oui. D'accord. Mais scellé comme ça, par avec une un pâte feuilletage. feuilletée. Et je me suis dit, eh bien, on peut faire la même chose en utilisant le légume qu'en contenant et on ne jette rien. C'est-à-dire qu'on va manger l'intérieur et on pourra manger l'extérieur. Oui, parce que quand ils sont bio, on peut manger l'extérieur du potimarron. Complètement. Bon, comme tu l'as dit, les truffes sont facultatives, évidemment. Hein, Oui, tu nous as fait plaisir. Un très très bon champignon de Paris suffit largement. C'est la saison de la truffe, et il faut en profiter. C'est mortel. Super bon. C'est vrai que ça cuit à l'étouffe. Oh là 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 là. Le refaire à la maison, c'est quand même assez simple, parce que je me suis imposé quelques légumes, mais ça pourrait être parfaitement autre chose. Et j'allais dire, même le tofu est bon, parce que honnêtement, je suis pas très fan, je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. Et là, il est vraiment fondant, moelleux, soyeux. Et Thierry, je me demandais, tes petites graines de courge, là, on peut les manger? On peut les manger, on peut les toaster comme ça et les servir chaudes à l'apéritif. On peut les faire souffler comme les pop-corn, dans de l'huile chaude, et on les fait souffler complètement éclatés. Ça, c'est un grand plat. Hein. Alors là, franchement, belle démonstration. Il va falloir qu'on soit à la hauteur avec notre soupe. Oui. Moi, je repars juste en cuisine, vérifier un peu les casseroles, les gamelles, les cuissons. C'est bon. Et c'est super bon. Quelques coups de cuillère dans le faitout pour brasser mes légumes et je rejoins les garçons côté labo. Raphaël souhaite nous montrer la confection maison d'un ingrédient utilisé d'ailleurs dans la recette de Thierry, mais surtout incontournable de la cuisine végétarienne. Le tofu, c'est un fromage de soja. Donc le principe du fromage, c'est de faire cailler du lait
Et ensuite, de les laisser un peu vieillir, enfin affiner. Et en fait, on peut faire la même chose avec, par exemple, le lait de soja. On l'a juste chauffé à 90 degrés. Et puis, on va mettre dedans l'équivalent de la présure pour le fromage qu'on connaît en France. Donc, ça s'appelle du nigiri en japonais. Ça se trouve dans les épiceries. C'est du chlorure de magnésium, c'est du sel. Donc, on en met... Présure. Voilà, on met de la présure végétale. Et si j'ai pas de chlorure de sodium sous la main? Alors éventuellement, tu peux mettre un peu de jus de citron ou un peu de vinaigre, mais ça va quand même modifier un petit peu le goût. Là, l'intérêt, c'est que c'est complètement neutre. Ah, ben là, on voit que ça commence à s'épaissir. Ça a caillé. Ça caille, et ensuite, filtre. Comme ça, tu vas la laisser égoutter. Alors là, on fait ce qu'on appelle du tofu ferme. Et ensuite, tu vas le mouler. Alors là, j'ai déjà un petit peu anticipé pour vous montrer un tofu. Résultat. Voilà, donc là, j'ai mis dans un petit moule comme ça. D'accord. Mais ça, c'est 100% maison. Alors, dans ces tofu, quand il fait du tofu ferme comme ça, on peut aussi imaginer de les laisser vieillir plus longtemps, de les faire fumer. Et puis, ils deviennent très durs, un peu comme des fromages. Mais, parce qu'après, il faut assaisonner, il faut le faire ça. Mais là, on a déjà un soyeux, un moelleux en bouche. On a une texture qui est très, très sympa. Retenez que pour réaliser un tofu, il vous faudra du lait de soja, bio de préférence, de la présure végétale telle que le chlorure de magnésium, qui fera cailler le lait, et un tamis pour filtrer et égoutter la pâte, qui devra reposer dans un moule au minimum 20 minutes. On retourne côté cuisine? Allez. Parce que nous, on a du boulot quand même, nous aussi, hein. Côté cuisine, nous vérifions la cuisson de notre orge que nous avons cuit façon pilaf. Ouais, il a complètement bu. Il a bien gonflé, ouais. On va le laisser maintenant, comme on dit, on va le laisser tirer. Dernière touche, on ajoute de l'ail noir. Qu'est-ce que c'est? C'est un ail fermenté? C'est un ail fermenté, oui. Toi, je l'écrase comme ça. Et c'est tout. Et tu le mets à cru. Et je vais m'en servir de lion. Je trouve que pour un plat d'hiver, l'ail fumé, l'ail noir, je trouve ça intéressant. Dis-moi, le chou kale, autre variété de chou, on découvre des trucs dingues pendant cette émission. Extrêmement intéressant d'un point de vue nutritionnel aussi, comme la plupart des crucifères, mais celui-ci en particulier, je le lave et après tu me conseilles d'en faire quoi? Donc j'aime bien un tout petit peu d'eau pour le chou, comme ça, avec soit du beurre frais, soit une huile d'olive, soit une huile d'arachide, peu importe. D'accord, mais je le fais tomber dans ma poêle comme ça, à sec, alors, entre guillemets. Moi, j'essaie de garder un peu la feuille jolie. Ouais. Tu vois, ça. D'accord. Tu la laisses entière et on les jette comme ça. Ouais, on les fait tomber. Pas trop. Tiens les garçons, pour vous montrer que les choses changent, je me suis rendue à Nantes rencontrer Gilles Davot. Il est spécialiste de cuisine alternative et il va jusque dans les écoles pour enseigner justement cette ouverture d'esprit pour prouver que, au-delà du jambon puré, il y a quand même aussi une autre façon de se nourrir. Je reprends la route direction l'ouest de la France. Pour cette nouvelle escale culinaire, je vous emmène dans le pays nantais, à Bouguenais exactement. Et c'est au milieu des animaux de la ferme que Gilles Davot, formateur, auteur, conférencier et spécialiste de cuisine biologique et alternative, m'a donné rendez-vous. Là, parce il manque de l'eau. À la Clé des Champs, sa ferme pédagogique, Gilles sensibilise depuis 12 ans des groupes d'enfants à l'agriculture biologique et à la cuisine de demain. Et depuis peu, ces derniers peuvent même cuisiner les légumes du potager pour leur déjeuner. Mais aujourd'hui, pas question de laisser la main, c'est Gilles qui va s'affairer en cuisine. Son credo, cuisiner moins de viande en diversifiant les apports en protéines avec des recettes simples, goûteuses et locales. L'idée, c'est qu'on fasse une recette avec les céréales et légumineuses. Donc aujourd'hui, le millet et les mogettes. Et donc ça va être un crumble vendéen à la courge buttercup qu'on va cuisiner avec un peu de pommes de terre, une garniture aromatique d'oignons et d'ail. Gilles commence par les oignons, qu'il émince et qu'il met à suer dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive avec une pincée de sel à feu vif pendant 7 minutes. Ce que je veux, c'est un oignon bien sucré, à transparence, parce que c'est ça qui va donner du goût à tout mon plat où j'ai pas de produits animaux, ou très peu. Gilles s'occupe ensuite de la courge buttercup. Contrairement au potimarron, on a là une courge qu'il va falloir éplucher parce que la peau est dure. La buttercup est ensuite détaillée en cubes moyens, tout comme les pommes de terre. Les oignons sont arrivés à transparence. Pour finaliser sa garniture aromatique, Gilles ajoute du thym et 4 gousses d'ail pelées et écrasées. L'huile va ainsi se parfumer et imprégnera les légumes.
Et je remets ça 1 minute sur le feu pour que ce soit l'huile qui récupère toutes ces saveurs. Une astuce indispensable pour réveiller les parfums des pommes de terre et de la courge. Je mélange ma garniture aromatique avec la courge et la pomme de terre. Afin de concentrer le goût des légumes, Gilles laisse cuire à l'étouffée pendant 30 minutes. Il met ce temps à profit pour préparer le millet, une céréale utilisée en Afrique et en Asie qui remplace aisément le riz. Je tourne sur un feu moyen pour que les grains chauffent, que ça les aide à bien gonfler. Le millet de Gilles est produit en Vendée, seule région à l'avoir gardé dans ses traditions agricoles. On a un outil très intéressant avec la sauce soja qui, pour des céréales comme ça, qui sont assez douces, assez fades, va donner un peu plus de fond à la préparation. Donc je vais mettre quelques gouttes, ça va rajouter un tout petit peu de sel. Ce bouillon est versé sur le millet. Il n'y a plus qu'à le laisser gonfler à feu doux sans remuer pendant 20 minutes. Pendant ce temps, Gilles écrase ses mojettes trempées la veille et cuites plus d'1 heure dans de l'eau sans sel. Là-dessus, nos techniques se rejoignent. Une fois cuit, ça a une propriété très intéressante, c'est que ça porte les parfums. C'est un aliment très particulier parce que c'est un peu entre le légume, le féculent et la protéine. C'est tout ça à la fois pour très peu cher. Pour compléter le sablage du crumble, il concasse des noisettes qui donneront le côté croustillant au plat. Il découpe également des petits dés de fromage, de la tome de vache de la ferme. Le millet cuit est enfin incorporé. Je rajoute donc mes haricots écrasés. En associant ces deux familles, on reconstitue des protéines qui contiennent tous les acides aminés qu'on a dans les produits animaux. Ce sablage protéiné est enfin émietté sur les légumes mijotés. Et je mets ça dans un four très chaud, en fait, pendant une dizaine de minutes pour croûter, c'est-à-dire avoir cet aspect un peu croustillant du crumble. Place à la dégustation, c'est avec les enfants venus visiter la Clé des Champs que Gilles va partager ce crumble salé et végétarien. Moi, je vous conseille de prendre un peu de légumes et un peu de ce qui croustille dessus. C'est très bon. C'est bon? Moi, j'adore. On peut reprendre. Ah bah oui, faut y aller, hein. On sent bien la noisette. Promesse tenue pour Gilles qui, dans son école buissonnière, a su faire retrouver le goût des légumes aux enfants. C'est quand même mieux que la cantine. Ah, c'est super de vous voir manger comme ça. Tour de force quand même, hein. Faire manger des légumes comme ça. À la maison, je galère, hein. Donc bravo, c'est bien l'idée du crumble. Hein. Ouais, c'est une très bonne idée. Reprenons le fil de ma soupe italienne. Les haricots blancs ont été en partie mixés et réservés. L'orge bien gonflée a également été mis de côté. Le chou kale qui vient en accompagnement est ainsi saisi à la poêle. Et nos légumes continuent de mijoter à l'étouffée. J'y apporte d'ailleurs un petit plus. Tu sais qu'en Italie, j'ai vu faire une chose qui m'a interpellée, comme on dit. Les mamas italiennes, souvent, gardent les croûtes de parmesan, qui est le fromage numéro 1. Elles ne les jettent pas, toi qui aimes bien ne rien jeter. Ouais. Et souvent, elles les glissent dans les soupes pour parfumer alors les soupes. Et du coup, il va donner toute la saveur qu'il a, tu vois. Hop, oula. C'est un peu le bon sens paysan, on trouve ça aussi au Pays Basque. Ah oui, c'est vrai, avec les croûtes d'Ossoirati. Ouais. Écoute, je trouve que c'est une belle idée. Alors là, déjà, ça devrait communiquer un peu de parfum, donner un peu de sel. Alors, on est en train de parler finalement de cuisine végétarienne, de cuisine saine, de cuisine écologique, mais aussi de la cuisine de demain. Parce qu'on sait qu'il va falloir nourrir de plus en plus de gens, 9 milliards de personnes en 2050. En 2050. Et du coup, certains producteurs se sont intéressés à des aliments bien connus des Asiatiques depuis longtemps, que sont les algues, en se disant que c'était une alternative très intéressante. Et ben moi, je suis partie sur l'île de Ré pour rencontrer le premier algoculteur de l'île. Et certainement pas le dernier. La spiruline que Raphaël nous a montrée plus tôt n'est pas la seule algue à être consommée. Pour découvrir une autre curiosité appelée laitue de mer, je suis partie au cœur d'une nature préservée, celle de l'île de Ré.
C'est bien sûr à vélo que je parcours les sentiers littoraux de la Couarde-sur-Mer, bordés de verdure, de plages, de sable fin et de marais salants à la recherche de mon producteur. Bonjour Cédric. Bonjour Julie. Alors là, vous tenez boutique? Je tiens boutique, en fait j'étais venu l'installer parce que normalement elle se tient toute seule. C'est ça, alors j'ai vu écrit auto-boutique. Autrement dit, les clients se servent à l'envie et mettent la pointe dans un panier. Apparemment, la confiance règne sur l'île. Cédric propose toutes les variétés de sels aromatisés, de la salicorne bien sûr, mais ce n'est pas tout. Et puis il y a aussi des algues, parce que c'est votre deuxième métier, ça, les algues. Mais en fait, là on est encore en phase de démarrage. Pour l'instant on a fait des soupes, donc à boire chaud ou à boire froide. On a fait du sel aromatisé avec des paillettes. Oui. Et ça, vous les cultivez, vous les récoltez, vous les pêchez, je ne sais pas quel est le terme. Les trois. Les trois. En disant qu'on les met en culture, on attend que ça pousse et ensuite on va les récolter pour les transformer. Il y a plusieurs façons de démarrer la culture. Là, cet après-midi, j'ai prévu de faire du bouturage. Comme dans mon jardin. C'est ça, mais dans l'eau. Du bouturage, mais dans l'eau. Mais la culture de l'algue, c'est du maraîchage, mais sauf que c'est dans l'eau. Elle est à combien l'eau là en ce moment? 13 degrés. Ah quand même. Ça va vous plaire. Mais ça isole ce truc là? Non. Ah. Et voilà. Allez, allons-y. Alors là, vous allez prélever des algues, c'est ça? Voilà. Donc ça, c'est comme si c'était mon vivier. Je suis allé chercher des algues en milieu naturel ce matin, à marée basse. C'est elles qui vont donner les boutures. Donc je les récupère. C'est l'algue mère en quelque sorte. C'est ça. Et ça, c'est quelle variété? Alors là, c'est de l'Euvalactuca. On appelle ça communément la laitue de mer. Ah, laitue de mer. Voilà, c'est ça. Et pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est bonne au goût, parce qu'elle est meilleure en nutriments, parce qu'elle est facile à reproduire? Alors parce qu'elle est bonne, qu'elle est facile à reproduire, qu'elle est présente localement. Oh là là. Ok. C'est sympa ça comme salle à manger flottante. Et là, l'idée est de tendre la corde, c'est ça hein? Voilà, l'idée c'est qu'on va accrocher la corde à ce poteau. Voilà. On va préparer des boutures. J'ai l'impression qu'on est en train de faire de la culture de moule sur corde un peu. Qu'en faut-il faire? Alors, donc c'est très simple, on prend des petits morceaux d'algues là qui ont été coupés. On détord la corde. En fait, on va les faire rentrer à l'intérieur. C'est ça. C'est comme un bouturage en jardin finalement. C'est comme si on plantait un morceau de la plante dans la terre et puis voilà. On la laisse grandir. Voilà, sauf que là, peu importe le morceau qu'on choisit, puisqu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de tronc, feuille, racine. Et dis-moi, ces tout petits morceaux d'algues là qu'on est en train de planter en quelque sorte sur la corde, ils vont donner des algues matures en combien de temps? Alors, il n'y a pas de notion de maturité, vu que c'est de la pousse continue. Mais disons qu'on va attendre que l'étale fasse une cinquantaine de centimètres avant de la récolter. L'étale? L'étale, oui, l'étale, disons, c'est la feuille de l'algue, le tal. Et comment finalement es-tu venu à l'algue? Parce que c'était pas ton métier. Non, avant j'étais vendeur de téléviseur. Et un jour, j'ai entendu Jacques Attali à la radio qui dit en 2050, on sera 9 milliards et si on ne veut pas tous mourir, il faudra manger majoritairement des insectes et des algues. Du coup, ça m'a botté et on est venu faire ce projet. Voilà un métier d'avenir. Voilà. Est-ce que tu veux voir ce que ça donne après quelques semaines passées avec plaisir. Quelques jours? Ah, dis donc, alors là, tu les as bouturées il y a combien de temps? Voilà, celles-ci, elles ont à peu près une semaine. D'accord, ça va vite, hein? Oui, ça va assez vite. Alors au début, elles n'aiment pas trop, elles ont une couleur qui n'est pas trop sympa. Ouais. Et puis là, dans quelques jours, elles vont redevenir vertes acidulées, bien jolies comme celles qu'on avait là. Un vert plus foncé. Un vert plus foncé. Et elles vont se développer en colonisant la corde. À partir de quelle température est-ce qu'elles meurent? C'est alors 27 degrés, elles commencent à être pas en forme, 30 degrés, elles sont mortes. Ah oui, et ça, comment tu fais dans ces cas-là en plein été quand il fait très chaud? Tu fais du sel, tu fais pas des algues. C'est ça, tu arrêtes la production. C'est ça. Au retour, Cédric en profite pour me faire découvrir une autre plante sauvage comestible, très présente sur l'île, mais pourtant peu connue des Rétais. Le masseron, dont il récolte les baies séchées directement sur l'arbuste. Oui, c'est fort. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ça s'apparente à du poivre quand même. Oui, ça s'apparente à... Alors, je vais te dire, c'est entre le poivre et la baie de genièvre. Il y a une amertume. Oui. Et c'est intéressant. Ça a une longueur en bouche incroyable. Hein.
Alors ça marche très bien, moi j'aime bien ça par exemple avec le riz. Oh là là, Tiens, Julie, service dégustation. Je t'ai préparé un petit plateau. Magnifique. Allez, sur le séchoir. Ça, c'est quoi? Donc ça, c'est le velouté de laitue de mer. Velouté de laitue de mer qu'on vient de bouturer. C'est ça. Donc là, c'était la première production. C'est très bon. Alors, tu m'as dit, en dehors de la laitue de mer, lentilles, carottes, poireaux, crème fraîche, huile d'olive. Évidemment. Très agréable. C'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est ta laitue de mer déshydratée. Voilà, c'est ça, c'est des Et salée, non. Non, Simplement déshydratée. Non, là, elle Et est ça juste, s'utilise comment alors? Alors, plusieurs façons. Soit on l'utilise saupoudré sur les aliments, un petit peu comme on le fait avec la levure de bière. D'accord. Soit on l'incorpore dans les sauces. Par exemple, dans une mayonnaise, ça marche très bien. Comme on mettrait de l'estragon, par exemple. Oui, voilà, c'est voilà. ça, une herbe fraîche. En plus d'être bon, ce légume de mer est bourré d'énergie. Il contient 10 fois plus de calcium que le lait, 10 fois plus de fer que les épinards et un pourcentage de fibres inégalé. C'est l'ingrédient idéal pour les régimes végétariens et un bel espoir pour notre alimentation future. Là, on va pas mettre d'algues, ça n'aurait pas vraiment de sens dans la soupe. Mais en revanche, cette petite baie que Cédric ne fait que récolter d'ailleurs, qui pousse naturellement autour des marais salants, qui s'appelle le masseron, je trouve que c'est assez intéressant. Est-ce que tu veux goûter, Thierry? Alors, tu connaissais? Non, pas vraiment. Ça me fait penser à ce poivre de Sichuan qui est un peu anesthésiant. Oui, c'est vrai, il y a cet esprit-là. C'est entre la baie de Genièvre et le poivre de Sichuan. On le sent, hein, ça... Mais c'est très très bon. Hein. Tu m'avais dit de rajouter les haricots entiers à la purée de haricots pour avoir les deux textures. Au dernier moment, la purée étant bien chaude. Alors, on va peut-être dresser les assiettes maintenant, parce que je crois qu'on a toute notre palette d'ingrédients. Alors, le pain, il est toujours ajouté aux soupes paysannes. Donc, toi, tu as décidé de le couper en petits dés et de le toaster à l'huile d'olive. Voilà, j'en mets pas beaucoup, parce que déjà, le haricot, tout ça, ça a tendance à tomber un peu sur l'estomac. Je mets un peu de cette huile chaude. Alors ensuite, chef, dans l'ordre, on va peut-être rajouter la purée de haricots, non? Là, c'est bien parce qu'on les retrouve entiers. On les retrouve entiers et en purée aussi. Donc je rajoute ça sur le pain. Il faut bien le recouvrir. Quick. Je place ensuite quelques feuilles de chou kale, la tombée de légumes et termine par 2 cuillerées d'orge. Beau, non? C'est super beau et ça sent terriblement bon. Ouais. Bah finalement, tu vois, on est resté proche de la tradition toscane. Une soupe qui se mange à la fourchette. Les assiettes tout juste posées sur la table, nos invités sonnent à la porte. Bonjour Paul. Tout en couleur. Comment tu vas? Un rayon de soleil, comme d'habitude. Et j'ai le plaisir d'accueillir Paul Néra, diététicienne et auteur culinaire. Il y a aussi Christophe de Haudy, notre naturopathe, herboriste et spécialiste des plantes sauvages comestibles, qui ne sort jamais sans son panier. Alors ça, c'est vraiment la cueillette du jour? C'est la cueillette du jour, oui. Mais où ça? Où avez-vous cueilli tout ça? Pour vous montrer que j'ai cueilli au Bois de Boulogne. Au Bois de Boulogne? Ah, donc à Paris. Ce que j'ai cuisiné, je l'ai cueilli dans la forêt de Fausse-Repose. Pesto de Berce. Potion d'Hercule. Tout un programme. Waouh! Et ça, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est le fruit de la berce. Et ça, c'est la feuille. Sur le pain. Alors Paul, au-delà de son titre de Miss Couleur 2016, est également diététicienne, auteur de beaucoup d'ouvrages, nombreux ouvrages culinaires. Et puis, vous œuvrez dans le milieu de la gastronomie depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Mon grand-père, qui était cuisinier, a travaillé toute sa vie avec Escoffier. Ensuite, c'est lui qui a eu l'idée de la fondation Escoffier, qui est à Villeneuve-Loubet. Bien sûr, qui était la ville de naissance d'Escoffier. Et ma mère a dirigé cette fondation pendant c'est très ancré dans la famille. Et c'est un bonheur de l'avoir dans la profession, parce que quand on a besoin de savoir quelque chose sur l'univers d'Escoffier, moi je m'adresse toujours à Paul. Et Paul, vous avez également écrit un livre avec Alain Ducasse, autour de la cuisine nature. C'est nature, qu'est-ce que c'est que la cuisine nature? Parce que ça intéresse Christophe. C'est des produits naturels, sains, une cuisine la plus saine possible. Pas forcément végétarienne, mais avec une part de protéines animales. Il y a des recettes de poisson et de viande, bien sûr, mais c'est pas la majorité. Il y a surtout des légumes et des céréales. Et vous, Christophe, alors? Comment êtes-vous venu à cette idée de la cueillette et de la connaissance des plantes qui nous entourent? En fait, mon père avait une petite ferme en vallée de Chevreuse, avec beaucoup d'hectares de terrain, ce qui fait que je passais mon temps dehors. Et puis déjà, il m'a appris les basiques, on va dire. Et puis il y avait en plus des vergers.
Donc j'ai un peu associé les plantes sauvages aussi un peu au jardin d'Éden, au plaisir de cueillir et puis que tout soit à portée de main, quoi. Donc ça... C'est bon? Ah, c'est gentil. Non, c'est très bon. Mais c'est en plus, bon, on n'a ouais. pas surcuit volontairement les choses. Il y a une vraie mâche. Il y a une vraie mâche. Quand on se met à travailler les légumes, qu'on leur donne du Pour ce relief, qu'ils sont, quoi. pour ce qu'ils À sont, part entière. c'est une richesse infinie. Je trouve que la cuisine végétarienne nous ouvre une porte de créativité pour nous les cuisiniers absolument intéressante. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe, de ce plat végétarien? J'en pense qu'il ressemble beaucoup à ce que j'ai tendance à faire au quotidien. C'est vrai? C'est simple, quoi. C'est simple, c'est bon. Et alors, tu sais, ta présence me fait penser à quelques moments que j'ai eu la chance de pouvoir partager, notamment en Grèce. J'ai rencontré 2 personnes assez âgées qui m'ont emmené cueillir des plantes sauvages que je n'aurais jamais pu imaginer manger parce que je marchais dessus, moi, tu vois. Et ils m'ont dit, non, c'est ça qu'il faut pour notre tourte. Et c'était sublime. Et depuis, à chaque fois que je suis dans la nature, je me dis, mais c'est dommage, je manque de ce savoir. Et je trouve que c'est une infirmité quand on cuisine que de ne pas savoir distinguer. Bon, ok, on les connaît, les produits du potager. Mais au-delà de ça, il y a tellement d'herbes qui sont comestibles. Ça tombe bien, je fais des balades toutes les semaines. Eh ben voilà. En région parisienne, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup de parcs. Qui ont été préservés, c'est vrai. À peu près 1600 espèces de plantes. Ah oui. Et Paul, comment créez-vous une recette? Est-ce qu'une diététicienne cuisine différemment d'une cuisinière, aussi aguerrie soit-elle? Moi, j'ai toujours mis très peu de gras. J'ai fait toujours la cuisine à l'huile d'olive. J'ai toujours pas beaucoup salé. Mais là, il n'y a quasiment pas de sel. Hein. Oui. D'ailleurs, je suis étonnée, le chou kale, il a l'air salé, mais vraiment salé, alors qu'il n'y a pas de sel. Je n'oublie pas la préparation de Christophe, un pesto de berce, cette plante sauvage que l'on rencontre facilement dans les bois clairs ou sur le bord des ruisseaux, et qui dévoile une saveur marquée, proche de l'angélique. Vous avez vu cette belle couleur? Magnifique. Non? Vas-y, fais goûter le pesto de berce. J'avais goûté le pesto d'ortie, mais jamais de... Très bon. Non, c'est délicieux. Ah oui, c'est très très bon. Ah oui, c'est très très bon. Oui, mais c'est subtil comme goût. Légère pointe d'amertume en fin de bouche, mais c'est parfait. En fait, c'est une plante qui est conseillée en herboristerie pour les convalescences, mais aussi pour augmenter la libido. C'était ça, les gars. Allez-y, Je la mange foncez. tous les jours, ça se voit. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait vous dire. Voilà. C'est la plante robuste. Bon, bah, je garde. Mais comme quoi. Bon, bah, j'espère que vous allez noter la ribolita dans vos carnets, comme le plat d'hiver, plat végétarien, mais bien au-delà, surtout un plat savoureux, convivial, pas très cher et finalement assez facile à faire. Et puis on vous a donné plein d'autres astuces, plein d'autres recettes. J'espère surtout qu'on vous a prouvé que cuisine végétarienne ne rimait pas forcément avec monotonie ou avec privation, et qu'on vous a aussi prouvé que c'était une cuisine qui nourrissait le corps, le cœur et l'esprit, et qui peut-être serait la cuisine de demain. Salut, à la prochaine fois.